Édouard Leclerc n'aurait jamais imaginé que le destin le réunirait avec la seule personne qu'il avait laissée derrière lui dans la poursuite de ses rêves. Une nuit agitée, une envie soudaine, et un restaurant huppé de Paris préparèrent le terrain pour une rencontre fortuite qui le secoua jusqu'au plus profond de son être. Alors qu'il entrait, insensible au charme sophistiqué du restaurant, il aperçut à l'autre bout de la pièce sa meilleure amie d'enfance, Sarah Martin, travaillant maintenant comme serveuse, luttant sous le poids des exigences de son travail et de sa vie. À cet instant électrisant, leurs deux mondes entrèrent en collision, déclenchant une chaîne d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Édouard Leclerc avait toujours été le rêveur du petit village de Bellefontaine, en Normandie. Enfant, il passait ses soirées perché sur une clôture branlante dans le jardin de ses grands-parents, contemplant les étoiles et imaginant un destin qui s'étendait bien au-delà de cette communauté tranquille et sans prétention. C'est là, à l'âge de 10 ans, qu'il se fit une promesse. Il serait un jour assez riche et influent pour changer le monde. Sa plus proche alliée à cette époque était Sarah Martin. Tandis qu'Édouard possédait l'audace de rêver, Sarah faisait preuve d'une chaleur et d'une gentillesse qui l'ancraient. Ils formaient un duo étrange, lui le visionnaire agité, et elle, l'âme douce, contente des joies les plus simples de la vie. Qu'il lise sous le vieux chêne derrière la bibliothèque municipale, ou qu'il fasse des ricochets au bord du ruisseau, Édouard pouvait compter sur sa présence stable pour calmer ses aspirations dévorantes. Elle, en retour, trouvait de l'excitation dans son imagination débordante. Pourtant, la vie allait se révéler compliquée. Quand Édouard eut 13 ans, son père, Jacques Leclerc, perdit son emploi stable à l'usine locale, plongeant la famille dans des difficultés financières. Alors que la tension montait dans la maison des Leclerc, Édouard regardait, impuissant. Il voyait ses parents économiser et se sacrifier juste pour maintenir le chauffage pendant l'hiver. Profondément affecté, il jura de ne jamais laisser les difficultés financières dicter son avenir. À cette époque, une rencontre fortuite avec Jonathan Dubois, un consultant financier visitant le village, éveilla la curiosité d'Édouard pour la finance et la bourse. Jonathan était un véritable magicien des chiffres et avait travaillé pendant une courte période à la Société Générale, rencontrant même une fois l'un de ses plus hauts dirigeants. Bien que ce ne fût qu'une conversation fugace, elle alluma un feu en Édouard. Il commença à dévorer des livres sur l'investissement, la création de richesses et la stratégie d'entreprise, déterminé à se protéger, ainsi que ceux qu'il aimait, de la vulnérabilité dont il était maintenant témoin. Sarah n'était jamais loin de ses pensées. Quand Édouard partageait ses ambitions élevées avec elle, ses idées de construire un vaste empire, de s'associer avec des dirigeants influents et peut-être un jour de rencontrer des légendes du monde des affaires, elle l'écoutait attentivement. Pourtant, Sarah le mettait aussi en garde. L'argent peut ouvrir des portes, mais il peut aussi fermer ton cœur si tu ne fais pas attention. Ces mots restèrent avec lui, formant une boussole morale qui l'emporta dans sa vie d'adulte. Néanmoins, ces doux conseils ne calmèrent pas son ambition fiévreuse. Au contraire, ils intensifièrent son désir. Il voulait tout, la richesse, le pouvoir et la stabilité. Mais il ignorait que la poursuite de ces choses pourrait avoir un coût. Leurs chemins divergèrent après le baccalauréat. Édouard, armé d'une bourse complète pour HEC Paris, laissa Bellefontaine derrière lui. Sarah, qui avait toujours rêvé de devenir institutrice, resta plus près de chez elle. Elle s'occupa de sa grand-mère malade qui souffrait d'une forme avancée de la maladie d'Alzheimer. Malgré son désir d'étudier dans une plus grande université, les circonstances la forcèrent à s'inscrire dans une antenne universitaire locale. Ce qui suivit pour Édouard fut une ascension fulgurante. À l'université, il était l'étudiant qui décrochait des stages prestigieux, que ce soit chez BNP Paribas ou dans de plus petits fonds spéculatifs à Paris. Avec un intellect vif et une éthique de travail inébranlable, il navigua dans ces environnements compétitifs, impressionnant sans effort ses mentors et formant des alliances en cours de route. Grâce aux relations de Jonathan Dubois, il décrocha même un programme d'été dans une société de capital investissement de niche, où son flair pour lire les marchés étonna les vétérans chevronnés. Au moment où il obtint son diplôme à 22 ans, il avait de multiples offres d'emploi d'institutions financières de premier plan. Désireux de faire ses preuves, Édouard choisit un fonds spéculatif agressif dans le Triangle d'Or de Paris. Il s'épanouit dans le monde à haut risque des transactions rapides et de la spéculation boursière, devenant bientôt l'une des étoiles montantes les plus brillantes de la société. À 27 ans, Édouard lança sa propre société d'investissement, Leclerc et Associés, attirant le genre de clientèle fortunée dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Entre des investissements immobiliers avisés, des participations dans des startups technologiques et un flair pour les partenariats philanthropiques stratégiques, son nom devint une référence dans les cercles d'élite de la ville. Il avait en effet accompli ce qu'il s'était fixé. Il n'était plus l'adolescent anxieux s'inquiétant des factures impayées, et pourtant, quelque chose manquait. Il s'adonnait à la vie nocturne opulente de Paris, mais trouvait peu de satisfaction dans ses frissons éphémères.
Ses relations avaient tendance à être transactionnelles. L'époque des conversations honnêtes et sincères, comme celle qu'il avait avec Sarah sous ce vieux chêne, était révolue. Il se disait que le succès nécessitait des sacrifices. Et en toute honnêteté, des années avaient passé depuis qu'il avait vraiment pensé à Sarah. De temps en temps, un souvenir refaisait surface, l'écho de son rire ou le doux réconfort de sa présence. Mais dans le tourbillon de sa vie, ces moments étaient fugaces, facilement éclipsés par la prochaine réunion d'affaires ou le prochain événement social somptueux. Il avait presque entièrement coupé les ponts avec Bellefontaine. Pourtant, le destin avait son propre plan. Par une fraîche soirée d'automne, aspirant à la solitude et à un repas élégant après une journée de négociations exténuantes, Édouard entra chez l'Ambroisie, un restaurant haut de gamme du 8e arrondissement. La salle à manger était doucement éclairée, des nappes en lin blanc scintillant sous les lustres. Un pianiste jouait près du bar. Il s'attendait à un dîner tranquille, peut-être un peu de vin pour se détendre. Puis, alors qu'il s'installait à une table d'angle, il aperçut une serveuse aux traits étonnamment familiers. C'était Sarah Martin. En un seul instant, Édouard sentit le sol vaciller sous ses pieds. La femme qui se déplaçait avec grâce entre les tables, équilibrant des plateaux de plats élaborés et de desserts artistiques, était bien la même Sarah qui rêvait autrefois de devenir enseignante, qui avait soigné sa grand-mère jusqu'à ses derniers jours, qui avait été son réconfort et son ancre quand la vie était tout sauf certaine. Pourquoi était-elle ici, travaillant dans un restaurant à des centaines de kilomètres de chez elle? Un mélange troublant d'émotions le traversa. Choc, excitation, culpabilité, même un désir inexprimé. Il vit que l'éclat qu'elle portait autrefois s'était légèrement estompé, remplacé par des rides de stress et de fatigue. Pourtant, lorsqu'elle se tourna poliment vers lui demandant s'il avait besoin du menu, ses traits s'adoucirent en signe de reconnaissance. Ces mêmes yeux qui brillaient autrefois de gentillesse étaient maintenant grands ouverts de surprise. Leur monde s'était à nouveau heurté en cette nuit aléatoire, dans un cadre qu'aucun d'eux n'aurait prédit. Toutes les illusions qu'Édouard avait que la richesse le protégerait des imprévisibilités de la vie s'évaporèrent à cet instant. Édouard avait toujours imaginé un retour triomphal à Bellefontaine, arrivant en ville avec une voiture de luxe et un CV rempli de réussite. Au lieu de cela, la réunion qui comptait arriva à l'improviste, au milieu de la ville qu'il avait adoptée comme sienne. Sarah se tenait à côté de sa table, les joues rosées, comme si elle ne savait pas si elle devait l'embrasser ou garder son sang-froid professionnel. Le bourdonnement des conversations et le tintement des couverts les entouraient, fournissant une toile de fond à leur étonnement silencieux. Brisant la tension, les lèvres de Sarah se courbèrent en ce sourire timide dont Édouard se souvenait de leur jeunesse. « Édouard, je ne savais pas que tu étais à Paris. »« J'y suis depuis des années, » avoua-t-il, cherchant les mots justes. « Qu'est-ce que, je veux dire, comment ?» Sarah haussa les épaules, un geste lourd d'histoire non dite. « Je suis ici depuis environ 1 an. C'est une longue histoire. J'essaie juste de... » Elle s'interrompit, cherchant une phrase qui n'en révélerait pas trop, de trouver mes marques. Édouard voulait poser tant de questions. Qu'est-il advenu de ton rêve d'enseigner? Et la maison de ta grand-mère? Es-tu heureuse? Mais il sentit que ce n'était ni le moment ni le lieu. On peut parler après ton service? J'adorerais qu'on se rattrape. Elle hocha la tête, son expression mesurée. Mon service se termine à minuit. Si tu es prêt à attendre, on peut trouver un endroit calme. Toute cette soirée sembla surréaliste à Édouard. Il fit semblant de regarder le menu, bien que son appétit ait disparu. Il se força à manger un bol de soupe juste pour pouvoir rester assis. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Sarah, se faufilant entre les tables, équilibrant les assiettes avec la même aisance qu'elle portait autrefois les fardeaux de sa famille. Il admirait sa résilience tout en se sentant coupable, comme s'il l'avait abandonnée ou laissée derrière. Il attendit près de 3 heures. Quand le restaurant commença enfin à fermer, le gérant fit un signe de tête à Sarah, indiquant qu'elle pouvait pointer. Elle se changea pour des vêtements décontractés, un modeste pull et un jean. En s'approchant d'Édouard, elle s'excusa pour l'attente. Il secoua simplement la tête. « Tu vaux la peine d'attendre, » dit-il doucement. Ils sortirent sur le trottoir parisien, les lumières de la ville se reflétant sur les imposants immeubles haussmanniens. Même à minuit, les rues étaient animées de voitures, les klaxons et les conversations tissant une symphonie chaotique autour d'eux. Sarah croisa les bras. « Parfois, Paris me fait penser à toi, » dit-elle, souriant à moitié. Elle ne dort jamais, toujours à la poursuite de la prochaine chose. Édouard désigna un café voisin qui était encore ouvert. « Tu veux prendre un café ?» Elle hésita mais hocha la tête et ils trouvèrent une table d'angle dans le café presque vide. Autour de tasses de café fumantes, ils commencèrent à partager les versions condensées de leur vie pendant les années de silence. Sarah expliqua comment la santé de sa grand-mère s'était détériorée, la laissant émotionnellement et financièrement épuisée.
Elle avait essayé de poursuivre des études en sciences de l'éducation, mais avait dû interrompre ses études lorsque les factures médicales s'étaient accumulées. Au moment du décès de sa grand-mère, Sarah avait des économies minimes et peu de direction. Déterminée à prendre un nouveau départ, elle déménagea à Paris après avoir contacté une ancienne camarade de classe sur les réseaux sociaux qui lui offrit un endroit où loger. Cependant, la vie en ville se révéla plus difficile que prévu. Les perspectives d'emploi étaient rares sans diplôme, et elle passa de petit boulot en petit boulot avant de décrocher le poste de serveuse à l'Ambroisie. « Je n'aime pas ça, » admit-elle. « Mais ça paie les factures, et j'économise pour reprendre mes études. » Édouard hocha la tête, son visage trahissant un mélange de compassion et de regret. « Je suis désolé de ne pas être resté en contact, » dit-il. « Je me suis perdu dans mon propre monde, l'université, puis la finance, la création de ma société. Ce n'est pas une excuse. » Sarah passa un pouce le long du bord de sa tasse de café, haussant les épaules. « La vie continue. Je ne m'attendais pas à ce que tu portes mes fardeaux. Tu as toujours été destiné à de plus grandes choses. » Il voulait lui dire que son succès lui semblait incomplet, que malgré toutes ses réalisations, il aspirait toujours à quelque chose de réel, comme l'amitié indéfectible qu'ils avaient autrefois. Mais il hésita, incertain de ce qu'il devait révéler. Au lieu de cela, il offrit un faible sourire. « Eh bien, je suis là maintenant. Laisse-moi t'aider si tu me le permets. » Une lueur d'appréhension assombrit ses yeux. « J'apprécie le sentiment, mais je ne veux pas de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Édouard. « Je te le dois. Je nous le dois. Nous étions les meilleurs amis du monde, Sarah. Nous prenions soin l'un de l'autre comme personne d'autre ne le pouvait. » Elle l'étudia, cherchant une intention sincère sous le vernis lisse d'un homme d'affaires fortuné. Après un moment, ses épaules se détendirent. Peut-être se souvint-elle du garçon qu'il était autrefois, celui qui passait ses après-midi à faire des ricochets au bord du ruisseau, celui qui s'assurait toujours qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Elle lui accorda un petit signe de tête. Peut-être qu'on peut commencer par une véritable amitié. J'aurais bien besoin d'un ami en ce moment. Et ainsi, ils parlèrent jusqu'à l'aube, déterrant de vieux souvenirs, se familiarisant à nouveau avec la nostalgie et les changements que le temps avait imposés. Au moment de se séparer, aucun d'eux ne se sentait entièrement satisfait. Il y avait encore beaucoup trop de questions. Mais un espoir subtil brillait dans leurs deux yeux. Quelque chose avait changé. Leur chemin, qui avait divergé si radicalement, montrait maintenant des signes de convergence. Au cours des semaines suivantes, Édouard se surprit à se défaire de ses habitudes d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. C'était un homme qui prospérait grâce au contrôle, planifiant méticuleusement chaque journée pour équilibrer les réunions, les investissements et les engagements sociaux. Pourtant, sa rencontre avec Sarah le fit dévier de ce chemin bien tracé. Il avait du mal à se concentrer au bureau. Il commença à remettre en question ses décisions. Ses collègues de Leclerc et associés remarquèrent qu'il était étrangement distrait lors des réunions du conseil d'administration, regardant parfois par la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose d'intangible. Même l'assistante de longue date d'Édouard, Diane Leduc, qui le connaissait depuis ses débuts dans la finance, s'inquiéta. Un après-midi, elle s'approcha de lui avec un épais dossier. « Voici la version finale de l'acquisition immobilière », dit-elle en le posant sur son bureau. « Vous ne l'avez pas examiné hier. » Il marmonna des excuses, feuilletant les pages sans sa précision habituelle. Son esprit était ailleurs, sur le sourire de Sarah, ou le souvenir de la joie enfantine qu'elle affichait en lui lançant des confettis lors de la remise des diplômes du bac. Elle avait toujours été l'incarnation de l'acceptation, ne le jugeant jamais pour ses rêves ambitieux, ne lui en voulant jamais pour son ambition. « Édouard, ça va ?» insista doucement Diane. Il s'arrêta, fermant le dossier. « Oui, » dit-il, bien que sa voix manque de conviction. Juste beaucoup de choses en tête. Son inquiétude ne faiblit pas, mais elle hocha la tête et le laissa seul. Ce soir-là, Édouard envoya un texto à Sarah, lui demandant s'ils pouvaient dîner ensemble. Elle hésita, invoquant son emploi du temps, mais finit par accepter. Ils optèrent pour une modeste brasserie près de son appartement dans le 19e arrondissement. Comparé à l'ambiance scintillante de l'Ambroisie, cet endroit avait des néons vacillants et des tables en stratifié ébréché, mais il était confortable et sans prétention, des qualités qui rappelaient à Édouard leur village natal. Ils trouvèrent une banquette, et Sarah commanda un croque-monsieur, tandis qu'Édouard se contenta d'un steak frites. Leur conversation fut hésitante au début, chacun incertain de la distance à parcourir. Édouard, habitué à la franchise et à la nature transactionnelle de sa vie professionnelle, lutta pour articuler la confusion qui tourbillonnait dans sa tête. « J'ai pensé à toi, à Bellefontaine, à tout. » Sarah sirota son diabolomante. « C'est étrange comment le temps fonctionne. Nous avons la trentaine maintenant,
nous vivons dans la même ville, et pourtant nous sommes presque des étrangers. Il hocha la tête, la réalité le frappant. Je ne veux pas que nous soyons des étrangers. J'aimerais ne pas avoir perdu le contact. Elle détourna le regard, remuant distraitement sa boisson. Ce n'est pas si simple. Nos vies ont pris des chemins différents. Tu avais des objectifs énormes. Je suis resté pour m'occuper de ma grand-mère. Il n'y a pas de blâme à attribuer. Les choses sont juste arrivées. Il se souvint des innombrables nuits passées à éplucher des feuilles de calcul ou à négocier des contrats à travers les continents, se disant qu'il construisait un avenir dont il pourrait être fier. Mais avait-il vraiment apprécié le voyage? Ou avait-il simplement couru après le prochain jalon? Je veux t'aider, dit Édouard, avec une fermeté dans la voix. Maintenant, si ce sont les études que tu veux, je peux faire en sorte que ça arrive. Ou si tu as besoin de meilleures opportunités d'emploi, j'ai des relations. L'expression de Sarah vacilla entre la gratitude et la lassitude. Je ne suis pas ingrate, mais j'ai besoin de le faire par moi-même. Ma dignité est en jeu, il comprit que la dynamique était délicate. Il ne voulait pas débarquer comme un sauveur, sapant son autonomie. En même temps, le désir d'améliorer sa situation le consumait. Au cours des jours suivants, ils continuèrent à se rencontrer dans des cafés, des parcs, parfois à l'Ambroisie, après son service. Peu à peu, Sarah le laissa voir au-delà de son extérieur composé. Les frustrations de vivre de salaire en salaire, la déception qu'elle ressentait envers elle-même pour n'avoir jamais terminé ses études, et l'isolement de naviguer dans une si grande ville sans famille. À son tour, Édouard s'ouvrit sur le vide qui le rongeait même lorsqu'il concluait des affaires de plusieurs millions d'euros. Il parla de la superficialité de sa vie sociale, de la façon dont les gens le courtisaient pour ses relations et son argent, et de la rareté d'une amitié sincère. Il avoua que le matin après leur première rencontre à l'Ambroisie, il avait fait défiler de vieilles photos d'eux du lycée, laissant des vagues de souvenirs doux amers le submerger. Ils se rapprochèrent, forgeant un lien qui faisait écho à leur enfance, mais qui était approfondi par les expériences et les cicatrices qu'ils portaient maintenant. Édouard se surprit à refuser des invitations mondaines, choisissant de passer ses soirées avec Sarah, à cuisiner dans son petit appartement ou à se promener dans le parc des Buttes-Chaumont. Ces moments plus calmes offraient une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, sous la chaleur naissante, tous deux sentaient un courant de tension sous-jacent. Leur monde était encore à des lieues l'un de l'autre. Tandis qu'Édouard pouvait parler de son prochain grand investissement et de ses aspirations philanthropiques, Sarah luttait pour payer son loyer. Parfois, leurs réalités s'affrontaient de manière subtile. Un commentaire anodin sur une réception somptueuse ou une bouteille de vin coûteuse assombrissait les yeux de Sarah. Parfois, sa fierté se heurtait à son empressement à résoudre ses problèmes. Néanmoins, il naviguait ses différences avec prudence, déterminé à ne pas se perdre à nouveau. Les choses auraient pu continuer cette danse hésitante si ce n'était le tourbillon de rumeurs qui commença à circuler. Le bruit courut dans les cercles sociaux d'Édouard qu'il était fréquemment aperçu avec une mystérieuse serveuse. Les commérages s'enflammèrent. Certains disaient qu'elle était une opportuniste, essayant de piéger un homme riche, tandis que d'autres insinuaient qu'Édouard était devenu instable, négligeant ses affaires pour une amourette. Édouard essaya de protéger Sarah de tout cela, mais elle finit par entendre les chuchotements. Un soir, elle le confronta, la voix tremblante de douleur et de colère. « C'est ce que les gens pensent de moi? Que je cours après ton argent. » Édouard se hérissa. « Ils ne te connaissent pas. De plus, je me fiche de ce qu'ils pensent. » Mais le mal était fait. Les commérages les forcèrent à reconnaître le fossé brutal entre la vie de richesse d'Édouard et le quotidien difficile de Sarah. Pendant un de ces moments tendus, Édouard entrevit quelque chose de brut dans les yeux de Sarah. L'épuisement, la peur du chagrin d'amour, la peur d'être éclipsé. Il lui prit le menton, inclinant doucement sa tête pour rencontrer son regard. « Je te vois, » dit-il doucement, faisant écho à une phrase qu'elle avait l'habitude de dire dans leur jeunesse chaque fois qu'ils se sentaient invisibles dans leur petit village. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face. » Elle déglutit difficilement, la sincérité dans sa voix déverrouillant ses émotions gardées. « J'ai juste peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que cela ne cadre pas avec ta vie. » Mais en la regardant dans les yeux, il reconnut un désir qu'il avait si souvent enfoui sous l'ambition. Pour la première fois, son succès et son influence semblaient secondaires à quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. Une compagnie sincère, quelqu'un qui le connaissait au-delà de ses réalisations. « Tu y as ta place, » murmura-t-il, écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. « Je te le promets. » La vie offre rarement de secondes chances sans mettre à l'épreuve ceux qui osent les saisir. Pour Édouard et Sarah, un test majeur se profilait à l'horizon. Alors qu'Édouard s'efforçait d'intégrer Sarah à certaines parties de sa vie, il se sentit également obligé de retourner à Bellefontaine, l'endroit où leur amitié s'était forgée. L'impulsion vint d'une lettre remise à son bureau par un notaire local.
Sa maison d'enfance risquait d'être saisie. Bien que la famille d'Édouard ait déménagé depuis longtemps, la propriété restait au nom de son père, Jacques Leclerc, qui avait récemment rencontré de graves problèmes financiers. La lettre révélait que Jacques, qui avait déménagé dans la région de Lyon des années auparavant, était en proie à des batailles juridiques après avoir manqué à ses obligations de prêt. La vieille maison de Bellefontaine, une modeste bâtisse de plain-pied avec une peinture écaillée et des planchers qui grinçaient, était désormais prise dans la garantie. De nulle part, Édouard fut projeté dans le rôle de protecteur de la famille, forcé de décider s'il devait laisser la propriété partir ou la sauver grâce à un règlement financier substantiel. Hanté par les souvenirs de temps plus simples et nostalgiques du jardin, où lui et Sarah avaient passé d'innombrables après-midi, Édouard décida de s'y rendre. Sarah, sentant son bouleversement émotionnel, se porta volontaire pour l'accompagner. « Tu es sûr ?» demanda Édouard en la regardant. Ce pourrait être un voyage pénible. Elle esquissa un petit sourire. Parfois, affronter le passé est nécessaire pour avancer. De plus, peut-être que je pourrais trouver une forme de conclusion moi aussi. Une semaine plus tard, ils se retrouvèrent à rouler sur une route de campagne menant à Bellefontaine. Les devantures pittoresques, le feu de signalisation solitaire, le vieux cinéma qui projetait encore des films de seconde zone, tout semblait figé dans le temps. Édouard se gara près d'un café où ils avaient l'habitude de savourer des diabolos menthes après l'école. Dès qu'il sortit, l'air vif de la campagne l'enveloppa, déclenchant une vague de souvenirs. Il jeta un regard de côté à Sarah. Elle absorbait tout, son visage calme mais réfléchi. La première chose à leur ordre du jour était une rencontre avec maître Isabelle Dubois, la notaire locale qui l'avait contactée. Elle expliqua comment Jacques Leclerc avait utilisé la maison de Bellefontaine comme garantie des années auparavant en créant une petite entreprise de construction près de Lyon. L'entreprise avait fait faillite, laissant Jacques massivement endetté. La banque se préparait à saisir la propriété à moins qu'Édouard ne puisse payer près de 100 000 € pour régler le solde impayé et les frais de justice. Édouard soupira. La somme en elle-même n'était pas astronomique pour lui. Il avait déjà dépensé autant pour une montre sur mesure, mais cela représentait bien plus que de l'argent. C'était une dette émotionnelle, un lien tangible avec un passé qu'il avait volontairement négligé. Sarah lui serra la main en signe de soutien silencieux. Après la réunion, ils se dirigèrent vers la vieille maison. Les mauvaises herbes envahissaient le jardin de devant. Les gouttières s'affaissaient et la peinture écaillée exposait du bois pourri. Dans l'allée, Édouard se tenait en silence, se souvenant comment il faisait des cercles avec son vélo pendant que Sarah l'encourageait. Ils poussèrent la porte d'entrée qui grinçait pour trouver un intérieur sombre. Des draps recouvraient les meubles, des grains de poussière dansant dans la lumière qui filtrait à travers des rideaux à moitié tirés. Édouard se promena avec précaution, ses yeux s'attardant sur des photographies de famille et du papier peint en lambeaux. Sarah erra dans le salon où un canapé délavé faisait face à une vieille télévision. Elle prit une photo encadrée d'Édouard enfant, debout à côté de son père. Elle pouvait voir des traces de ce qu'Édouard deviendrait sur ce visage juvénile, sa détermination, sa fin de quelque chose de plus grand. C'est comme entrer dans une capsule temporelle, remarqua Sarah, sa voix résonnant légèrement dans l'espace vide. Oui, murmura Édouard, s'arrêtant devant une photographie de sa mère, décédée d'un cancer quand il n'avait que 19 ans, posée sur le manteau de la cheminée. Je ne peux pas laisser cet endroit partir sans me battre. Sa décision était prise. Il réglerait la dette, rénoverait la maison, et peut-être même la garderait comme maison de vacances ou lieu de retraite. Mais plus que cela, il ressentait une attraction plus profonde. Le fait de retrouver Sarah et de revenir à Bellefontaine remuait les vestiges de ce qu'il était avant que l'ambition ne le consume. Il réalisa qu'il voulait préserver les parties de lui-même et de son histoire qui étaient encore pures et non souillées par le succès. Le même après-midi, ils visitèrent le vieux chêne derrière la bibliothèque locale, un endroit qui était au cœur de leurs souvenirs communs. L'arbre était toujours là, témoin silencieux des années passées. Au lycée, ils avaient gravé leurs initiales dans le tronc, symbolisant un lien qu'ils croyaient incassable. Édouard retrouva l'inscription fanée « L plus SM ». La chair de poule parcourut sa peau. Sarah toucha doucement la gravure. Même quand nous nous sommes éloignés, je pensais parfois à ça. Nous étions si certains que nous ne nous perdrions jamais. Édouard ravala une boule d'émotion. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider quoi faire maintenant. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Ils comprirent tous les deux que c'était plus qu'un détour nostalgique. C'était un carrefour crucial, une chance de cimenter leur lien renouvelé ou de le laisser s'estomper en un souvenir mélancolique. Au moment même où Édouard prenait des mesures pour acheter la créance sur la vieille maison, la vie leur jeta une autre épreuve. Ils séjournaient à la modeste auberge de Bellefontaine, une chambre d'hôte confortable tenue par la vieille madame Ridley, qui insistait pour leur servir des tartes maison matin et soir.
Un soir tranquille, après un dîner simple, Édouard reçut un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Contre son habitude, il décrochait rarement les appels inconnus, mais il répondit. Une voix sévère et familière parla à l'autre bout du fil. « Édouard, c'est ton père. » Édouard se raidit. Jacques Leclerc ne lui avait pas parlé depuis des années. Leur relation s'était détériorée après le départ d'Édouard pour ses études, chacun nourrissant des ressentiments et des doutes. Édouard pour l'insécurité financière que Jacques leur avait fait subir, et Jacques pour le refus d'Édouard de l'aider à sortir de ses difficultés financières répétées par le passé. « Qu'est-ce que tu veux » demanda sèchement Édouard, sortant sur le porche de l'auberge pour plus d'intimité. L'air nocturne était vif, et les planches de bois craquaient sous ses pieds. « J'entends dire que tu es de retour en ville, te mêlant d'affaires qui ne te concernent pas, » dit Jacques, avec une pointe d'agressivité dans la voix. « Tu dois toujours jouer les héros, n'est-ce pas ?» Les jointures d'Édouard blanchirent à force de serrer le téléphone. « Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour la mémoire de maman et pour moi. Tu as utilisé la maison comme garantie sans me le dire. Ce n'était pas ta maison à la base. » « J'avais besoin de l'argent, Édouard, » répliqua Jacques, puis plus doucement. « Tu me connais. J'ai toujours voulu faire quelque chose par moi-même. »« Ouais, et tu as encore échoué, mettant tout en péril. » La colère d'Édouard éclata. Cet homme n'avait jamais changé. « Je règle la dette et je rénove la maison. » Fin de l'histoire. Il y eut un silence, puis Jacques expira dans le téléphone. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Garde ton argent de riche hors de mes affaires. » Édouard mit fin à l'appel, ne prenant pas la peine de dignifier les paroles de son père par une réponse. Il retourna à l'intérieur où Sarah remarqua sa posture tendue. « Tout va bien. » Il força un sourire crispé. « Mon père. » Elle n'insista pas, mais l'inquiétude assombrit son regard. L'homme qui se tenait devant elle était brillant et prospère. Pourtant, l'appel téléphonique l'avait réduit à cet adolescent blessé qui se sentait trahi par les mauvaises décisions de son père. « Peut-être que je devrais faire une promenade avec toi, » offrit-elle doucement. Il hocha la tête en silence, reconnaissant. Ils déambulèrent dans les rues faiblement éclairées de Bellefontaine, le ciel nocturne offrant une vue plus généreuse des étoiles que l'horizon pollué par la lumière de Paris. En passant devant les boutiques fermées et le parc tranquille, l'humeur d'Édouard s'adoucit. Entouré de souvenirs, il sentit la chaleur et la présence de Sarah comme une ancre solide dans une mer de turbulences émotionnelles. Au cours des jours suivants, Édouard se plongea dans la finalisation des documents pour la maison, ignorant les appels occasionnels de son père. Avec le soutien de Sarah, il contacta des entrepreneurs locaux pour discuter des idées de rénovation. Il créa même un fonds philanthropique à Bellefontaine visant à revitaliser les petites entreprises, une idée avec laquelle il avait joué mais qu'il n'avait jamais sérieusement poursuivie. C'était sa chance. De redonner à la communauté qu'il avait façonnée, même indirectement. Mais juste au moment où les choses commençaient à se calmer, une révélation choquante éclata. Sarah reçut un appel d'un hôpital en Normandie. Son père, Robert Martin, avec qui elle avait également eu une relation tendue, était dans un état critique après un grave accident de voiture. Elle partagea immédiatement la nouvelle avec Édouard, la panique éclatant dans ses yeux. Il est dans un hôpital à 1 heure d'ici. Édouard ne perdit pas de temps. Il conduisit immédiatement. En route, Sarah semblait désemparée, se remémorant ses souvenirs d'enfance d'un père souvent absent et rarement encourageant. Il entrait et sortait de ma vie. Je n'arrive pas à croire que ça arrive maintenant. À leur arrivée, ils découvrirent que Robert était en soins intensifs avec de multiples fractures et des blessures internes. Les médecins livrèrent un pronostic sombre. La mère de Sarah était décédée quand elle était jeune, et bien qu'elle et son père ne fussent pas proches, il était toujours son seul parent vivant. Debout près de son lit, regardant les machines biper régulièrement, elle ressentit à la fois un chagrin d'amour et de la confusion. Édouard posa une main réconfortante sur son épaule. Dans le coin de la chambre d'hôpital, une infirmière fatiguée s'approcha de Sarah, chuchotant que Robert avait laissé des documents au personnel, demandant qu'il lui soit remis si quelque chose lui arrivait. L'infirmière tendit à Sarah un petit dossier. À l'intérieur se trouvaient des lettres, quelques factures et une seule page dactylographiée qui changea tout. Une lettre de confession. Elle révélait que Robert avait contracté des prêts au nom de Sarah des années auparavant pour couvrir des dettes de jeu, des prêts dont elle n'avait jamais eu connaissance. Bien qu'inactifs pendant un certain temps, ils avaient accumulé des intérêts. La lettre s'excusait pour le fardeau, reconnaissant qu'il lui avait caché cela parce qu'il avait honte. Il mentionnait également qu'il s'était toujours senti indigne en tant que père et avait prévu de déménager dans une autre région pour prendre un nouveau départ. La main de Sarah trembla en lisant. Édouard jura à voix basse. Cette révélation signifiait que non seulement Sarah serait responsable d'une dette considérable, mais que son crédit pourrait être définitivement terni.
Je n'arrive pas à y croire, dit Sarah, les larmes aux yeux. Il ne m'a jamais rien dit. Toutes ces fois où je tirais le diable par la queue, pensant que j'avais une chance de me remettre sur pied. Maintenant, j'apprends que j'ai été enchaîné à son insu par ses erreurs. L'instinct immédiat d'Édouard fut de régler le problème. Je vais tout payer, lâcha-t-il. Ne t'inquiète même pas. Je vais demander à mes avocats de s'en occuper. Mais ces mots, bien qu'intentionnés, blessèrent la fierté de Sarah. Elle se recula, un conflit gravé sur son visage. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle, sortant dans le couloir pour rassembler ses pensées. Dans le couloir, l'odeur stérile de désinfectant lui retourna l'estomac. Elle regarda par une fenêtre le parking de l'hôpital. Édouard la rejoignit tranquillement, respectant son espace. « Je suis désolé, dit-il finalement. Tout cela est si soudain. » Sarah essuya ses larmes en se tournant vers lui. « J'apprécie que tu sois prêt à m'aider, mais j'ai l'impression que ma vie est en train de devenir incontrôlable. Mon père pourrait mourir. J'ai ces dettes dont je n'avais jamais entendu parler. J'essaie de reconstruire ma vie. Et maintenant, il y a un autre coup dur. » Édouard hocha la tête, sentant sa tourmente. « Tu n'as pas à y faire face seul. » Elle le regarda, ses yeux remplis d'un tourbillon de gratitude, de peur et d'indépendance têtue. « Je sais, mais si je te laisse simplement intervenir et tout régler avec ton argent, qu'est-ce que ça fait de moi? J'ai besoin de me débrouiller seul. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre ça. » Il comprenait, ayant construit toute sa personnalité autour de l'autonomie. Pourtant, cela le peinait de voir la femme qu'il aimait se noyer dans des difficultés qu'il pouvait facilement résoudre. Il posa une main douce sur son épaule. « Peut-être qu'il y a un juste milieu, » offrit-il. « Je t'aiderai au moins sur le plan juridique. M'assurer que la dette est gérée correctement pour que tu ne sois pas exploité. Ce n'est pas une question de pitié, Sarah. C'est pour s'assurer que tu aies une chance équitable. » Lentement, elle hocha la tête. Ils retournèrent dans la chambre d'hôpital de Robert, forgeant un pacte silencieux pour gérer ce qui allait suivre ensemble, mais à des conditions qu'ils pouvaient tous deux respecter. Dans les jours qui suivirent, la vie devint un tourbillon de visites à l'hôpital et de consultations juridiques. Sarah faisait face simultanément à la santé précaire de son père et à l'avalanche d'obligations financières dont il l'avait accablé. Son père alternait entre conscience et inconscience, marmonnant parfois des excuses qui lui déchiraient le cœur. Elle n'était pas certaine qu'il se rétablirait complètement, ni même si elle le souhaitait, étant donné la toile de trahison à laquelle elle était maintenant confrontée. Édouard engagea une amie avocate, Rachel Meyer, spécialisée dans le règlement de dettes. Véritable alliée, Rachel navigua dans le labyrinthe des accords de prêt douteux, identifiant des taux d'intérêt illégaux qui pouvaient être contestés en justice. Néanmoins, il resterait une partie de la dette légitime dont Sarah était responsable, un fardeau qui la maintiendrait liée à des paiements mensuels pendant des années. « Nous pouvons négocier un règlement forfaitaire moins élevé, » expliqua Rachel un après-midi alors qu'ils étaient regroupés dans une petite cafétéria d'hôpital. « Vous pourriez vous en tirer pour environ 30 000 €. C'est loin d'être anodin, mais compte tenu des prêts initiaux de votre père, c'est une fraction de ce que les créanciers pourraient demander. » Sarah soupira, se sentant dépassée mais légèrement soulagée. Son travail à l'Ambroisie ne couvrirait même pas de tels coûts, et pourtant, elle résistait à l'idée de laisser Édouard tout payer. « Je trouverai une solution, » insista-t-elle doucement, bien qu'elle n'eût aucun plan concret. « Je veux gérer au moins une partie moi-même. » Édouard tendit la main à travers la table, posant doucement la sienne sur la sienne. « Nous trouverons une solution ensemble, » corrigea-t-il, une douce résolution ancrant sa voix. « Je ne peux pas rester là à te regarder te noyer. » Elle rencontra son regard, une lueur de vulnérabilité perçant à travers la forteresse de sa fierté. « Merci, » murmura-t-elle, la gorge serrée. À cet instant, l'agitation de l'hôpital s'estompa, et tout ce qu'elle pouvait voir était la compassion d'Édouard. Le temps passa en une série de journées tendues et épuisantes. Robert se stabilisa, bien qu'il restât faible et alité. De temps en temps, il confessait ses regrets à Sarah en sanglots brisés. Elle luttait entre l'empathie pour l'homme qui lui avait donné la vie et la colère pour les dettes qu'il avait cachées. Édouard fut une présence indéfectible tout au long, la transportant à l'hôpital, lui préparant des repas simples et l'incitant à prendre des pauses chaque fois que possible. Au milieu de cette tourmente, une nouvelle dimension émergea entre Édouard et Sarah. Des sentiments que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier ni articuler pleinement. Des moments tranquilles les trouvaient se tenant la main plus longtemps que d'habitude. Un regard partagé transmettait parfois plus de compréhension que les mots ne le pouvaient. Une nuit, Sarah laissa enfin le barrage céder. Elle et Édouard étaient dans le salon de l'auberge de Bellefontaine, sirotant un thé près de la cheminée vacillante. La journée avait été brutale.
Robert avait souffert d'une complication mineure. Sarah avait passé des heures à discuter avec les médecins. Maintenant, l'épuisement tirait sur chacune de ses fibres. Elle jeta un coup d'œil à Édouard, ses traits adoucis par la lueur chaude. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » admit-elle, les larmes brillant. « Tout est un chaos, mais tu es cette force stable que je ne m'attendais pas à retrouver. » Il posa sa tasse, traçant doucement sa main avec le bout de ses doigts. « Tu sais, quand j'ai quitté Bellefontaine, je pensais trouver le bonheur dans le succès. Mais maintenant, je réalise que j'ai été seul. Ce n'est pas seulement le monde des affaires ou la ville qui m'épuise. C'est l'absence de quelque chose de réel, de quelqu'un de réel. » Elle inspira, tremblante. « J'ai peur de trop compter sur toi, de devenir juste une autre personne dans ta vie qui s'appuie sur ta richesse ou ton influence. » Ses yeux la fixèrent, la sincérité émanant d'eux. « Sarah, je renoncerais à tout si cela signifiait que je pouvais te garder. L'argent, le statut, rien de tout cela ne se compare à ce que nous avions et pourrions avoir à nouveau. » Émue par ces paroles, Sarah combla l'écart entre eux, posant sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi un moment, laissant les bûches crépitantes et le bourdonnement de la vieille auberge les envelopper. Doucement, Édouard se pencha et déposa un baiser léger sur son front, hésitant mais plein de promesses. Le lendemain matin, il proposa une idée. « Reviens à Paris avec moi. Nous nous occuperons des factures de ton père. Nous nous attaquerons aux problèmes juridiques et tu pourras t'inscrire dans un programme d'études. Laisse-moi t'aider à trouver un meilleur travail. Tu n'as pas à être serveuse pour toujours. Tu as tellement plus à offrir. » Sarah hésita, le cœur battant. Elle s'imagina retourner dans les rues bondées de Paris, cette fois non pas comme une serveuse en difficulté, mais comme quelqu'un avec une ambition renouvelée et un partenaire qui croyait en elle. « Je veux terminer ma licence pour devenir enseignante, » dit-elle. « Ce rêve n'est jamais mort. » Il sourit. « Alors, faisons en sorte que ça arrive. » Mais avant qu'ils ne puissent finaliser leur plan, un nouveau drame émergea, gracieuseté du père d'Édouard. Jacques Leclerc arriva en ville à l'improviste, préparant le terrain pour une confrontation à la vieille maison des Leclerc. Ils se rencontrèrent sur la pelouse envahie par les mauvaises herbes, la tension mijotant dans l'air moite. Jacques aperçut Sarah debout à côté d'Édouard et ricana. « Alors, tu as amené ta petite amie du lycée pour t'aider à ramasser mes pots cassés. » Édouard se hérissa. « J'en ai fini de me battre avec toi. La banque est payée. La maison reste dans la famille. Tu devrais être reconnaissant. » Jacques ricana, les bras croisés. « Je sais que tu veux que je me sente redevable, mais je n'ai pas demandé ta charité. » Édouard soupira, épuisé par l'intransigeance de l'homme. « Considère cela comme un cadeau final, papa. Tu peux partir libre. Je ne veux rien d'autre de toi. » Jacques cracha par terre, le regardant fixement. « Alors tu sauves la maison juste pour prouver à quel point tu es riche et important maintenant. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que moi. » Incapable de contenir sa frustration, la voix d'Édouard s'éleva. « Je n'ai jamais pensé que je valais mieux. Je voulais juste une vie meilleure que celle que tu m'as laissée. Survivre, te regarder te planter encore et encore. C'était ton travail de me protéger, mais tout ce dont je me souviens, c'est de toi trouvant des excuses. » Sarah posa une main apaisante sur le bras d'Édouard, mais il se dégagea doucement, reportant son attention sur Jacques. Quelque chose dans les yeux de son père s'éteignit. Dans un rare moment de vulnérabilité, Jacques soupira, les épaules affaissées. « Je sais que je t'ai laissé tomber, » marmonna-t-il d'une voix rauque. « Je ne pouvais pas supporter de te voir réussir alors. Que je n'y suis jamais parvenu. Peut-être que je suis juste jaloux. » Édouard déglutit difficilement. Cette lueur d'honnêteté de la part de son père était si inattendue qu'il en resta momentanément sans voix. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, » dit-il finalement, la voix tremblante de décennies de douleurs refoulées. « Je t'aurais aidé, je voulais t'aider, mais tu as toujours choisi la fierté plutôt que le partenariat. » Jacques ne dit rien. Son regard dériva vers les marches cassées du porche. Le silence épaissit l'air, brisé seulement par le bruissement d'une brise passagère. Puis, sans un autre mot, Jacques se tourna et s'éloigna en boitant, laissant père et fils dans les décombres fracturés de trop nombreuses occasions manquées de guérir. Sarah serra l'épaule d'Édouard. « Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as sauvé la maison, et c'est peut-être la seule conclusion que tu obtiendras. » L'émotion monta en lui, mais il inspira profondément, relâchant la tension dans une expiration tremblante. « Ouais, » dit-il doucement. « Rentrons à la maison. » De retour à Paris, la vie prit une forme en rapide évolution pour Sarah et Édouard. Fidèle à sa promesse, Édouard utilisa son réseau pour aider Sarah à explorer des programmes de formation d'enseignants. Elle rejeta initialement l'idée qu'il paie ses frais de scolarité. Ils trouvèrent donc un compromis,
Un prêt, un arrangement qui lui permettrait de conserver une certaine indépendance financière tout en bénéficiant des ressources immédiates qu'Édouard pouvait fournir. La situation de son père s'était suffisamment stabilisée pour qu'elle puisse quitter la Normandie sans culpabilité, bien qu'elle prît des dispositions pour lui rendre visite tous les mois. Les négociations sur le prêt, menées par Rachel Meyer, furent également finalisées, offrant à Sarah un plan de remboursement plus gérable. Finalement, elle déposa des candidatures dans 3 programmes de sciences de l'éducation de la ville, déterminée à finir ce qu'elle avait commencé des années auparavant. Avec de nouvelles perspectives s'ouvrant, Sarah ressentit un optimisme prudent. Elle remit sa démission à l'Ambroisie, aux grandes dames de son directeur, mais au soulagement de ses collègues serveurs. Le bruit courait dans le restaurant qu'elle avait attiré l'attention d'un riche homme d'affaires qui l'emportait vers une vie plus glamour. Les rumeurs la dérangeaient moins maintenant. Elle savait que la vérité était plus complexe. Elle avait choisi de saisir la chance de réaliser ses propres rêves, pas simplement de profiter de la réussite d'Édouard. Pourtant, de vieilles insécurités persistaient. Alors qu'Édouard la présentait à son cercle d'amis, autres gestionnaires de fonds spéculatifs, philanthropes et entrepreneurs technologiques, elle se sentait souvent déplacée. Discuter de tendances du marché autour de canapés ou évoquer des vacances coûteuses à Saint-Barth n'avait jamais été son monde. Édouard mettait un point d'honneur à l'inclure, la guidant doucement à travers les complexités de ces événements sociaux. Elle appréciait ses efforts, même si elle n'était pas sûre de s'y sentir un jour pleinement à sa place. Un soir, ils assistèrent à une collecte de fonds au musée d'Orsay, organisée par une connaissance commune d'Édouard, Alexandre Perrin, un capital risqueur qui prétendait avoir travaillé avec un grand nom de la technologie sur un projet mineur. L'événement était une affaire somptueuse avec des invités vêtus de robes de créateurs et de smoking, sirotant du champagne sous les lumières scintillantes de la grande nef. Sarah, portant une robe de soirée empruntée à une boutique locale, qu'Édouard insistait pour acheter mais sur laquelle ils avaient fait un compromis en la laissant choisir un modèle modeste, essaya de se fondre dans la masse. Malgré la présence encourageante d'Édouard, un courant de malaise la rongeait. C'étaient les cercles dans lesquels il opérait, les cercles qui avaient façonné son style de vie pendant des années. En regardant autour d'elle, elle se sentit comme une usurpatrice venue de sa province. Le coup de grâce à sa confiance chancelante vint d'une source inattendue, Christine Dubois, une investisseuse qui avait une liaison intermittente avec Édouard. Christine, grande et impeccablement stylée, lança à Sarah un sourire acéré. « Sarah, c'est ça? J'ai entendu dire que vous étiez serveuse. » Sa voix dégoulinait de condescendance. « Ce doit être un sacré ajustement, ma chère, de participer à ce genre d'événement. » Sarah força un sourire poli, mais l'anxiété la saisit. Elle sentit la tentative sournoise de Christine de l'embarrasser. Comme par hasard, Édouard s'approcha avec 2 coupes de champagne, souriant chaleureusement. « Ah, Christine, je vois que tu as rencontré Sarah. » Christine battit des cils en direction d'Édouard. « Oui, nous étions justement en train de discuter. Je dois dire, Édouard, c'est toujours si gentil de ta part de prendre sous ton aile les talents en devenir. » Un silence gêné suivit. Le visage d'Édouard se durcit. Sarah est plus que capable de naviguer dans ces cercles. Elle reprend également ses études pour devenir enseignante, ce que je trouve plus admirable que la plupart de nos activités. Une lueur d'agacement traversa le visage de Christine. Elle feignit un sourire d'excuse et s'éloigna, laissant une tension inconfortable dans son sillage. Sarah regarda Édouard, les yeux remplis de vulnérabilité. « Merci, » murmura-t-elle, reconnaissante qu'il l'ait défendue, mais troublée par la facilité avec laquelle elle se sentait déplacée. Il se pencha, déposant un baiser rassurant sur sa tempe. « Allons prendre l'air. » Ils se glissèrent sur un petit balcon donnant sur la Seine. Les lumières de la ville s'étendaient dans toutes les directions. L'agitation lointaine rappela à Sarah à quel point la vie était devenue grande et imprévisible. S'appuyant sur la balustrade, elle expira lentement. « Je n'ai pas ma place ici. » Édouard passa un bras autour de sa taille. « Tu as ta place où que tu veuilles être. Ne laisse pas des gens comme Christine décider de ta valeur. » Elle ravala la boule dans sa gorge. Ce n'est pas seulement Christine. C'est tout l'environnement. L'argent, les jeux de pouvoir, les pics subtils qu'il se lance. Je ne me sentirai jamais à l'aise dans ce monde. Il considéra ses paroles, un regard de compréhension traversant ses traits. Alors nous construirons un monde qui nous convient à tous les deux, dit-il doucement. Je ne suis pas marié à cette scène, Sarah. Oui, j'ai bien réussi ici, mais je me suis aussi lassé de la superficialité. Et d'ailleurs, j'explore de nouvelles voies, plus de travail philanthropique, des investissements différents. La vie ne devrait pas se limiter au gala en cravate noire. Il fit une pause, écartant une mèche de cheveux de son visage. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps.
Je ne laisserai pas des snobs ou la pression sociale gâcher ça. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais des larmes de gratitude coulèrent à la place. Il l'attira contre lui, la laissant sangloter doucement contre son épaule. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit chérie et protégée, non pas par l'argent, mais par une dévotion sincère. Même au milieu du glamour de cette collecte de fonds, leur étreinte sur le balcon fut le moment qui brilla vraiment. Au cours du mois suivant, Sarah s'installa dans un appartement plus proche de l'université de la Sorbonne, où elle avait été acceptée dans un programme de master en métier de l'enseignement. Édouard la soutint à chaque étape, l'encourageant à maintenir son indépendance tout en offrant son aide chaque fois que le fardeau devenait trop lourd. Avec l'argent qui lui restait de son travail de serveuse, plus un prêt partiel d'Édouard, elle put couvrir les frais de scolarité et de subsistance. Cet arrangement lui laissa un sentiment d'autonomie, comme si elle n'était plus simplement une passagère dans sa propre vie. Édouard, pendant ce temps, recalibra son orientation professionnelle. Il commença à déléguer plus de responsabilités à son équipe de direction chez Leclerc et Associés, prenant du recul par rapport à l'agitation quotidienne pour explorer des projets philanthropiques. Fidèle à son vœu, il créa un fonds de bourse pour les jeunes défavorisés de Bellefontaine, le nommant en l'honneur de sa défunte mère. Il utilisa également la maison des Leclerc fraîchement rénovée comme une sorte de centre communautaire, collaborant avec les dirigeants locaux pour fournir des ressources aux demandeurs d'emploi et aux propriétaires de petites entreprises. Alors que les cours de Sarah commençaient, elle trouva ses journées remplies de conférences, de sessions d'études et d'observations en classe. Le travail était exigeant, mais elle aimait chaque instant passé à apprendre comment encourager et inspirer les jeunes esprits. Un après-midi ensoleillé, elle était assise dans un box de bibliothèque, penchée sur des plans de cours, quand Édouard lui envoya un texto, lui demandant si elle pouvait le rejoindre au jardin du Luxembourg, près de l'université. Elle arriva pour le trouver attendant sur un banc, les allées du jardin s'étendant derrière lui. Il l'accueillit avec un doux sourire, proposant de porter son sac de cours. Ils firent une promenade tranquille le long des sentiers, les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds. Sarah remarqua qu'il semblait inhabituellement pensif, lui jetant parfois des regards avec quelque chose qui ressemblait à de la nervosité. Après quelques minutes, Édouard s'arrêta près d'une petite clairière surplombant le grand bassin. Il se tourna pour faire face à Sarah, prenant ses mains dans les siennes. « Tu as beaucoup étudié ces derniers temps, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je ne veux pas te distraire, mais il y a quelque chose auquel je pense. Quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. » Son cœur battait la chamade, une rougeur montant à ses joues. « Édouard. » Il inspira profondément. Ces derniers mois m'ont montré qu'il y a plus dans la vie que de courir après la prochaine grosse affaire. Pendant si longtemps, j'ai pensé que l'argent et le succès résoudraient toutes les insécurités que j'avais en grandissant. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'une partenaire. Quelqu'un qui me connaît, le vrai moi, au-delà des salles de conseil et des comptes en banque. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Édouard lâcha une de ses mains et plongea la sienne dans la poche de sa veste. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il sortait une petite boîte en velours. S'agenouillant, il leva les yeux vers elle avec un mélange de vulnérabilité et d'espoir. « Sarah Martin, tu as été mon amie, ma lumière directrice, et le rappel de qui je suis au-delà de ce que j'ai accompli. Je ne veux pas attendre un jour de plus pour te demander « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'une vague d'incrédulité et de joie la submergea. Elle était vaguement consciente des passants qui s'arrêtaient pour regarder, certains souriant, d'autres chuchotant avec excitation. La bague qu'Édouard tenait était élégante, un diamant unique serti sur un anneau fin, radieux mais pas ostentatoire, reflétant parfaitement la beauté humble de Sarah. Elle porta ses mains à sa bouche, laissant échapper une expiration tremblante. « Édouard. »« Oui. » réussit-elle à dire, la voix tremblante d'émotion. « Oui, je le veux. » Une salve d'applaudissements éclata parmi les spectateurs alors qu'Édouard glissait la bague à son doigt. Il se leva, la soulevant dans une étreinte serrée, leurs fronts se touchant dans un moment de profonde unité. Dans ce baiser sous la lueur dorée du soleil couchant, ils se promirent une nouvelle vie, une vie construite sur des rêves partagés, un respect mutuel et le lien indéfectible qu'ils avaient redécouvert. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La vie ne le fait jamais. Leurs fiançailles marquèrent le début d'un tout nouveau chapitre, un chapitre qui exigerait de nouveaux sacrifices et de nouvelles batailles. Pourtant, alors que Sarah contemplait la bague scintillante à son doigt, elle ressentit une certitude qu'elle croyait perdue depuis longtemps. La conviction que malgré toutes les difficultés, ils avaient retrouvé le chemin l'un de l'autre et qu'ensemble, ils étaient invincibles. Leur histoire est celle d'une promesse d'enfance forgée sous un vieux chêne à Bellefontaine, une promesse qui les a conduits à travers des épreuves personnelles, des déchirements familiaux et des bouleversements financiers, pour finalement les réunir à nouveau, plus forts que jamais, nous rappelant que peu importe où la vie vous mène, la véritable amitié et l'amour sincère peuvent transcender même les plus grands fossés.
La croissance et le succès signifient peu sans la chaleur d'une véritable connexion humaine.